Hello YouTube! Aujourd'hui, on va parler de ce fucking syndrome de l'imposteur. Alors concrètement, c'est quoi? Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de ne pas se sentir à la hauteur, légitime, compétent de mener à bien une mission, alors qu'on est largement qualifié pour le faire et qu'on a déjà fait nos preuves auparavant. Donc pourquoi est-ce qu'on a envie de dégommer le syndrome de l'imposteur? Mais parce que c'est chiant! Ça fait que t'es tout le temps dans ta tête, que t'es en train de penser à des scénarios catastrophes constamment, que t'es en train de te dire que tu vas te faire recevoir dans le bureau de la direction pour dire « Ah, nous t'avons découvert, tu es très très nul et tu ne sers à rien ». Ce temps que tu passes dans ta tête t'empêche de kiffer ta mission, de kiffer ton taf, de vivre au quotidien, d'être au top de tes compétences. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, je vais te partager 4 étapes pour faire un petit fuck off à ce syndrome de l'imposteur et que tu puisses t'en détacher progressivement et passer à autre chose. Are you ready? C'est parti! La première étape pour dégommer ce syndrome de l'imposteur, c'est de faire le bon diagnostic. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est devenu un petit peu un mot valise qui fait que dès qu'on n'a pas confiance en soi aujourd'hui, on a tendance à le mettre sur le dos du syndrome de l'imposteur alors que finalement, c'est quelque chose de très précis. Et moi, ce que je vois en coaching, c'est que beaucoup de gens confondent le syndrome de l'imposteur avec la peur d'être débutant. Donc, c'est exactement pour ça que c'est important de savoir lequel est lequel pour que tu puisses adresser les bons remèdes selon ta situation, parce qu'on sait très bien que personne n'a jamais soigné une gastro avec du mucomyste, et c'est pareil, si tu mets en place des solutions pour soigner, entre guillemets, ton syndrome de l'imposteur alors que tu as potentiellement une peur d'être débutant, bah ça va pas marcher. Donc, je t'explique tout de suite à quoi les deux ressemblent pour que tu puisses te faire une idée. La peur d'être débutant, c'est la situation où t'as aucune preuve. T'as pas encore prouvé ta légitimité, t'as pas encore eu de résultats, t'as pas forcément de choses qui te permettent de prouver que tu es bon ou bonne dans ce que tu fais. Et donc, ça te fait hyper peur parce qu'il faut te lancer dans l'inconnu, il va falloir tester, te tromper, etc., etc. Mais on n'a pas ce truc qui permet de dire, bah, j'ai déjà fait ça, on n'a pas la petite liste d'accomplissements, on n'a pas le CV derrière qui permettent de créer un backup pour ton expérience et ta légitimité. Alors que le syndrome de l'imposteur, c'est un peu le contraire. Ça veut dire que tu as déjà accompli des choses, tu as déjà eu des accomplissements, tu as un CV plein de preuves qui font que tu es légitime et bon dans ce que tu fais, etc. Mais malgré tout ça, malgré les retours des gens avec qui tu as travaillé, malgré les retours de tes clients qui disent « Waouh, tu es génial, tu es formidable, tu m'as trop aidé », tu passes ton temps à te dire « Non, mais en fait, c'est de la chance. Non, mais en fait, c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire, c'était pour me faire plaisir, mais il n'y croit pas. » T'arrives pas à croire en fait en ta légitimité qui pourtant est prouvée et est là. Et ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc pour te donner des exemples plus concrets, imagine que tu viens de finir ta formation de coaching, t'as encore coaché personne et t'es terrorisé à l'idée de prendre tes premiers clients, de faire payer tes premiers clients, etc. parce que t'as pas forcément d'expérience qui permet d'asseoir ton savoir, tes compétences, ta légitimité, etc. Là, on va être sur une peur d'être débutant. Si au contraire, tu as déjà coaché des dizaines de personnes qui te disent « Ouah, j'ai trop aimé travailler avec toi, merci, tu as changed my life, c'était génial, etc., etc. » que tu as des dizaines de retours comme ça et que tu te dis qu'il est temps d'augmenter tes prix parce que pour que ça reflète en fait ta réelle valeur ajoutée, mais que tu te dis que tu mérites pas, que c'est pas pour toi, etc. Là, on va être sur un syndrome de l'imposteur. Donc, essaie de voir dans quelle catégorie tu te trouves. Et si tu fais partie de la deuxième, reste avec moi. Je vais te donner des méthodes plus concrètes pour mettre un petit high kick à ce fucking Voldemort qui reste dans ta tête en te disant « Tu es nul, tu mérites rien et puis tu mérites de rester dans ta cave au fond du sol. » Non, on veut pas ça et on va faire en sorte de lui montrer la porte et de le sortir de ta tête. La deuxième étape pour dégommer ton syndrome de l'imposteur, c'est de changer la définition que tu as de la légitimité et surtout d'arrêter de la baser sur le savoir. Quand je suis en coaching et que je dois travailler sur des thématiques de légitimité, du syndrome de l'imposteur, etc., je demande toujours à la personne de me dire quelle est sa définition de la légitimité. Et ce qui ressort dans quasiment 300% des cas, c'est que on me dit que la légitimité, c'est la capacité à tout savoir d'un sujet, d'être incollable dessus, de n'avoir plus rien à apprendre, d'être reconnu comme expert, qu'on puisse jamais te faire de colle, qu'on puisse jamais te prendre au dépourvu sur ton sujet. On a vraiment, chez la plupart des gens que j'accompagne, une notion de
légitimité égale savoir total et absolu sur un sujet. Et pourtant, quand je demande à mes élèves de me dire ce qu'ils pensent d'une personne qui aurait un savoir absolu, une maîtrise totale, qui vient vers toi en te disant « mais moi je sais tout faire, je sais tout sur ce sujet, un peu je n'ai plus rien à apprendre », là, mes élèves me disent « bah non, ça c'est forcément un mytho, bah non, là c'est forcément une arnaque, c'est une imposture, c'est quelqu'un à qui je ne ferai pas confiance ». Et donc là, on le voit, grand comme ça, le trou dans la raquette. Je me suis encore cognée, je vous jure, c'est... Donc, on voit déjà qu'il y a un problème dans la définition. C'est déjà un bon premier step pour changer de perspective sur la légitimité, pour reprogrammer ton cerveau sur le sujet, etc. Mais il nous manque quand même une pièce majeure du puzzle qui, si elle n'est pas là, fait que tout ton savoir, toute ta maîtrise d'un sujet, toute ton expertise, tous tes diplômes font que ils ne servent strictement à rien. Et cette pièce du puzzle, c'est ta capacité à obtenir des résultats pour une problématique donnée. Je t'explique tout de suite ce charabia. Clairement, si demain, tu as besoin d'une opération du cœur, que ta vie en dépend, tu vas pas aller chercher un chirurgien qui a lu absolument tous les livres possibles sur toutes les maladies humaines, qui connaît toutes les théories de cisaille de ses patients, ou qui a fait des centaines d'opérations, si derrière, il n'y a aucun résultat, que tous ces patients sont morts et que personne n'a pu se soigner de sa maladie. La plupart d'entre nous vont aller chercher le chirurgien qui obtient des super résultats sur une problématique donnée et la plupart d'entre nous vont s'en foutre si ce fameux chirurgien ne sait pas en quelle année le scalpel a été commercialisé pour la première fois. Raison pour laquelle, dans le cadre de la légitimité, on se rend compte que finalement, le diplôme, le savoir, l'expérience, ce ne sont pas une finalité. Ce sont des moyens pour augmenter notre capacité à obtenir des résultats concrets sur une problématique donnée. Et quand on raisonne comme ça, on se rend compte in fine que la légitimité dépend beaucoup plus des résultats qu'on peut obtenir que du savoir absolu qu'on peut avoir intégré dans notre tête. Et ça, c'est important que tu le saches pour relâcher la pression et te concentrer sur la mission que tu as et les résultats que tu peux obtenir, plutôt que d'être une sorte de Wikipédia vivant sur pattes qui peut répondre à absolument tout. Ça te permettra de relâcher les chakras et de te concentrer sur ton taf. La troisième étape pour dégommer ton syndrome de l'imposteur, ça va être de cadrer. Maintenant qu'on sait que la légitimité est beaucoup plus basée sur les résultats que sur le savoir, on va vouloir cadrer ta problématique pour pouvoir mesurer si tes objectifs sont atteints ou non. Ça va nous permettre de cadrer Voldemort, syndrome de l'imposteur, et avoir clairement sous les yeux si ce que tu fais, ça fonctionne ou non par rapport à un objectif donné, et dans ces cas-là, te permettre d'enlever le doute total, la nébuleuse, le flou artistique qui entoure parfois l'atteinte d'objectifs. Parce qu'en fait, une des raisons principales qui fait qu'on ressent tout le temps le besoin d'être dans la surenchère d'accomplissement, qu'on ressent le besoin de devoir en faire toujours plus pour prouver notre légitimité, c'est simplement parce que notre objectif, là où on est attendu, notre mission n'est pas assez cadrée. Alors je sais que ça peut paraître être le conseil le plus bateau de la Terre, mais vraiment cadrer ton objectif et ce que tu dois faire, c'est un remède de cheval contre le syndrome de l'imposteur. Par exemple, je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, dans mes précédents jobs ou alternances, etc., ce que je devais faire n'était tellement pas cadré que j'avais l'impression que pour pouvoir être valorisée, pour pouvoir prouver ma valeur, etc., je devais, oui, d'une part, créer des plans marketing, créer des plans de communication, mais en même temps, trouver un remède à la fin dans le monde, un remède aux règles douloureuses et dépolluer les océans. C'est un peu exagéré, mais pour beaucoup de personnes qui ressentent un syndrome de l'imposteur, limite, on va se focaliser sur plein d'autres choses plus que notre mission pour pouvoir prouver qu'on est un bon élément, qu'on mérite notre place, etc., etc. Le seul moyen de sortir de ce flou artistique, c'est pour la 12 millième fois de cadrer. Et pour ça, on a 3 éléments pour nous guider. Les 3 éléments, ce sont le sujet, le niveau d'expertise et la problématique. Cadrer ton sujet, ça peut paraître un peu trivial, mais c'est pour ceux qui ont un syndrome de l'imposteur des plus carabinés. Ça veut dire vraiment dans quoi est-ce que tu travailles ? Dans quel domaine est ta mission ? Si t'es coach, est-ce que tu bosses sur la confiance en soi ? Est-ce que tu bosses sur les relations amoureuses ? Est-ce que tu bosses sur le business en ligne ? Quel est ton sujet de prédilection ? Quel est le sujet sur lequel tu travailles ? Et une fois que tu as ça en tête, ça veut dire que ta mission est de rester dans ce sujet et de ne pas en sortir. On ne demande rien d'autre de toi. Si ton sujet d'expertise et de travail que tu souhaites développer, c'est
le business. Si ton client a un problème de cœur à côté, ce n'est pas ton boulot. Ça veut dire que ça fera pas de toi un mauvais coach si tu n'arrives pas à résoudre les problèmes de cœur de ton client, résoudre les problèmes avec leurs parents, etc., etc. Donc quand tu définis ton sujet, ça doit te permettre de mettre de côté pourquoi tu n'es pas compétent et de te concentrer sur ta zone de génie. Le deuxième élément qu'on a pour cadrer, c'est le niveau d'expertise. Donc prenons cet exemple que tu es coach et que tu bosses sur le sujet de développer des business en ligne. Si tu es au niveau totalement débutant, que oui, tu as commencé à créer potentiellement une liste d'emailing, que tu as eu tes 5 premiers clients, ça fait quelques mois que tu as installé, que ça commence à prendre, etc. Tu vas pas donner les mêmes enseignements que si tu étais un coach business installé depuis 15 ans, qui a accompagné des centaines de projets, qui a des avis partout de « Ah, c'est formidable, on m'a aidé à faire ça, 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 on m'a aidé à monter un magasin, on m'a aidé à faire mes 100 000 euros de chiffre d'affaires ». Ça veut dire que tu vas pas t'occuper de ces personnes-là. Si tu as un niveau de débutant, ce que tu sais faire, c'est obtenir tes 5 premiers clients et créer une mailing list et le faire en ligne. Donc, tu vas enseigner exactement la même chose. Comment obtenir tes 5 premiers clients en ligne en utilisant des stratégies d'emailing. Et là, c'est hyper important que tu définisses ton niveau d'expertise parce que ça, c'est pareil, c'est une manière hyper efficace de dégommer ton syndrome de l'imposteur parce que tu n'auras pas dit en amont « Ah, je peux aider toutes les personnes disponibles qui sont intéressées dans le coaching business ». Tu vas te concentrer sur toi, ce que tu sais faire, encore une fois, sur ta zone de génie. Et il n'y a aucun problème à être débutant. Mais si tu l'annonces de facto et que tu dis quel type de personnes tu peux aider, il n'y a pas des personnes super avancées qui vont venir te voir et qui vont dire « Ah, mais en fait, c'est une grosse arnaque, tu sais pas faire ce que je voulais que tu m'apprennes à faire et ça me correspond pas ». Donc, préciser le sujet sur lequel tu bosses, préciser à quel niveau tu bosses, déjà, ça va t'enlever un énorme poids en termes d'avoir des gens qui correspondent pas forcément à ce que tu es capable de donner, ce que tu es capable de faire et quels résultats on peut espérer en travaillant avec toi. Et ça, c'est un exercice qui peut être difficile de cadrer, parce que ça veut dire qu'il faut être capable de faire face à ses lacunes, à ses incompétences, à ses imperfections, à toutes les choses qui te restent à apprendre, à ce que tu sais pas, aux domaines dans lesquels tu n'es pas bon. Et donc, au début, quand tu regardes tout ça, ça peut un peu faire une forme de deuil d'une version de toi toute puissante. Mais c'est vraiment ce qui va te permettre de te rapprocher de plus en plus de ta zone de génie. Pour te donner un exemple, moi aujourd'hui, j'accompagne les coachs, les profs ou les créateurs de contenu en ligne qui souhaitent prendre confiance en eux pour développer leur projet d'une manière qui leur ressemble à 300%, sans y aller au frein à main et en s'assumant à fond, en n'ayant plus peur du regard des autres. Et pendant un moment, j'ai travaillé plus généralement avec toute personne qui avait envie de prendre confiance en elle, d'apprendre à se connaître, de dégommer ses croyances limitantes pour vivre une vie qui lui ressemblait à 300%. J'ai récemment fait une grosse enquête de satisfaction auprès de mes élèves et je me suis rendu compte que pour mes élèves salariés qui voulaient rester dans le salariat, ce que je proposais ne fonctionnait pas aussi bien que pour les personnes qui avaient des projets ou en tout cas une possibilité d'avoir une plateforme de création qui leur appartenait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recentré mon business, j'ai recentré mon sujet, j'ai recentré mon niveau d'expertise pour pouvoir me concentrer sur les gens pour lesquels j'obtenais le plus de résultats. Donc oui, c'est difficile parce que j'aimerais trop pouvoir aussi aider les personnes salariées, aider les personnes en reconversion dans le cadre du salariat. Mais vu que je vois très bien que j'ai des lacunes sur le sujet, que je suis pas aussi bonne là-dessus que sur autre chose, j'ai décidé de refaire pivoter mon entreprise pour laisser la place à des experts qui savent beaucoup mieux que moi comment s'occuper de ce type de profil que moi je gère moins. Donc c'est difficile, mais in fine, faire ce travail, c'est vraiment ce qui va te permettre de relâcher la pression et de te concentrer sur ce que tu fais de mieux. Et il n'y a rien de tel pour te sentir méga puissant, heureux, en force au quotidien. Ce qui nous amène donc à notre troisième élément, mais j'ai un peu déjà vendu la mèche, donc je pense que tu as compris. Donc le premier, c'est définir ton sujet, le deuxième, c'est définir ton niveau d'expertise, et le troisième, c'est de définir ta problématique. Plus tu seras précis sur ce que tu fais, sur la valeur ajoutée que tu apportes, sur ton expertise, plus tu recevras les gens que tu peux réellement aider, pour qui tu obtiendras de réels résultats, et moins il y aura ce truc de syndrome de l'imposteur, de j'y arrive pas, de je suis pas dans ma zone de génie, etc., etc. Il y a un dernier élément qui est hyper important, notamment pour les entrepreneurs dans cette histoire de devoir cadrer pour dégager son syndrome de l'imposteur, c'est que ta performance est ultra liée aux personnes avec qui tu travailles. Plus tu es performant, plus tu peux développer ta légitimité. Donc, in fine, les gens avec qui tu travailles vont avoir un rapport direct
avec ta légitimité. Et c'est pour ça que c'est hyper important de définir de quel type d'énergie tu as envie de t'entourer. Quels sont les traits de personnalité qui drainent ton énergie? Quels sont les processus de travail qui drainent ton énergie? Avec quel type de personne tu sens que les relations sont fluides? Avec quel type de personne aimes-tu travailler? Et plus tu préciseras aussi avec quel profil tu te sens le plus performant, tu te sens le plus motivé, plus tu pourras aussi, dans le cadre de la liberté que tu as, plus tu pourras te diriger vers eux pour accroître ton énergie et donc accroître tes performances et in fine accroître ta légitimité. T'as beau être hyper fort dans les stratégies business, t'as beau être hyper fort en coaching, si tu travailles avec quelqu'un potentiellement qui n'a pas envie d'investir en lui, qui n'est pas proactif, qui fait que de se plaindre, t'as beau être hyper légitime là-dessus, tu n'obtiendras pas non plus forcément de résultats derrière et donc ta légitimité pourra en prendre un coup. Donc c'est hyper aussi important, si tu en as la possibilité, de définir le type de profil avec lesquels tu veux travailler. Ok, on arrive à la 4e étape. Je me suis bien amusée à faire cette vidéo finalement. En y allant step by step, tu vois Charlotte, c'est plus facile. Bref, la 4e étape pour dégommer ton syndrome de l'imposteur, c'est de prendre conscience que la légitimité évolue dans le temps. Donc ce que je veux, c'est que tu t'enfonces bien dans le crâne que la légitimité n'est pas figée et qu'elle fait que d'évoluer. Pour te donner un exemple, pendant des siècles, l'Église, qui était considérée comme la figure d'autorité absolue en Europe, considérait que la Terre était plate. Et donc heureusement, on a eu des évolutions depuis et une figure de légitimité ultime a évolué. Même chose, pendant très longtemps, si tu aimes les livres sur l'histoire de la chirurgie, les chirurgiens considéraient qu'il n'était pas nécessaire de se laver les mains, mais encore jusque récemment, jusqu'au 19e siècle, entre une découpe de cadavre, un jambon beurre et un accouchement. Donc heureusement que ces figures d'autorité, ces figures de légitimité ont été remises en cause et que la légitimité n'était pas figée. Donc en fait, c'est exactement la même chose pour toi et pour ton travail. Ton objectif n'est pas de trouver la vérité absolue qui te permet de t'affranchir de toute forme de critique, de toute forme de contradiction, de toute forme de désaccord. L'objectif de ton travail, c'est de faire de ton mieux pour résoudre la problématique qui est la tienne avec les éléments, ressources, connaissances que tu as au moment T. Oui, tu continueras d'apprendre. Oui, tu vas peut-être regarder ton travail en rougissant dans 5 ans. Oui, il va peut-être y avoir une découverte scientifique majeure qui va venir contredire tout ce que tu as dit et tout ce que tu as fait. Oui, tes petits-enfants vont peut-être te trouver super has-been avec 60 ans de recul sur le travail que tu as proposé. Mais en attendant, tout ce que tu as, c'est le moment présent, ce sont les challenges de ton époque, ce sont les problématiques de la société dans laquelle tu vis au moment T. Et face à ça, tu n'as finalement que 2 options. Ça veut dire avancer avec ce que tu as et contribuer et progresser à ta hauteur, ou alors rester paralysé en l'attente d'un savoir absolu que tu n'auras finalement jamais. J'espère que ça t'aidera, cette dernière... C'était un peu dark. On finit dans la joie et dans la motivation. Mais j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça te donne des clés. Et je te souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Reprends ton souffle. Blablabla. Bla bla. C'est une imposture et que c'était là. Et que c'était là. Attends, je refais. Et que c'était là. Pardon, j'ai ma chaise qui craque.